Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours assassiné? Il semble que partout le sort me les adresse et j'en vois chaque jour quelque nouvelle espèce. Mais il n'est rien d'égal aux fâcheux d'aujourd'hui, j'ai cru n'être jamais débarrassé de lui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs, il ne fait nul doute que tel Éraste dans les fâcheux, les requérants se soient trouvés fort indisposés de recroiser devant la Cour administrative d'appel de Nantes celui-là même qui, 6 ans plus tôt, avait conclu en première instance devant le tribunal administratif de Caen. Et il ne semble guère qu'une explication tenant au hasard des affectations les aurait apaisés. Pour autant, tout importune que furent ces retrouvailles, elles ne sauraient marquer du sceau de l'irrégularité la décision qui vous est soumise, car vous avez déjà rappelé le canon de l'impartialité, en interdisant aux magistrats des juridictions administratives d'être à nouveau les juges de leur propre jugement. Or, ce n'est qu'en sa même qualité que le rapporteur public est intervenu dans les deux instances, prenant position devant la Cour d'appel sur un jugement qu'il n'avait pas rendu. Le canon est respecté, le rapporteur public n'a pas préjugé. À la question de savoir si le fait pour un rapporteur public d'avoir conclu dans une même affaire, d'abord devant le tribunal administratif, puis devant la Cour administrative d'appel, entache l'arrêt d'irrégularité, vous répondrez par la négative. Car si les requérants n'ont pas apprécié de revoir un visage qui ne leur était que trop familier, ce visage n'était pas celui du juge. La justice porte en son allégorie un glaive et un bandeau. C'est que, pour le juge, l'un ne va pas sans l'autre, et qu'il ne peut trancher une seconde fois sans perdre le bandeau. Mais le rapporteur public, lui, n'a pas de glaive, il ne tranche pas, car sa voix n'est pas celle du juge, elle n'est pas délibérative, elle suggère, elle éclaire, sans jamais lier. Vous rendrez donc à chacun ses attributs, en laissant au juge le préjugement et en lavant le rapporteur public du préjugé. Derrière le bandeau, d'abord, loin du glaive, ensuite. Le bandeau de l'impartialité couvre le regard de tout magistrat, mais ce n'est que celui du juge qui l'occulte totalement. La différence est une différence de degré, car l'impartialité de celui qui juge, d'une part, n'est pas l'impartialité de celui qui ne fait que connaître, d'autre part. L'impartialité de celui qui juge, d'abord. Choisis qui tu voudras, Chimène, et choisis bien, mais après ce combat, ne me demande plus rien. Dans le Cid, la victoire de Rodrigue sur les morts empêche le roi d'Espagne d'exercer sa justice. Il ne peut, impartialement, le juger pour son crime. Juge et partie, il se récuse en renvoyant au duel judiciaire le soin de trancher. Nul ne peut être juge de sa propre cause, de même, nul ne peut être juge de son propre jugement. Votre Conseil en a fait un principe cardinal. Selon votre décision, demoiselle Arbousset, un magistrat ne peut participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision dont il a été l'auteur ou qui a été prise par une juridiction au sein de laquelle il a délibéré. Car dès lors qu'il a formellement pris position sur un litige, en votant ou en prenant part au délibéré, le juge ne peut de nouveau trancher. C'est pourquoi vous avez annulé, par une décision Pinto, l'arrêt rendu par une cour administrative d'appel aux délibérations duquel un juge du tribunal administratif avait pris part, puisque dans de telles conditions, les vertus du double degré de juridiction ne pouvaient pleinement opérer, le juge d'appel étant placé dans la situation pernicieuse d'avoir à juger de sa propre erreur. Mais, vous le voyez déjà, la solution ne concerne pas le rapporteur public, qui n'a jamais jugé. Du reste, le juge lui-même est admis à statuer une seconde fois lorsqu'il n'est plus prisonnier de son jugement. Une cour administrative d'appel avait annulé un jugement du tribunal administratif pour irrégularité, le renvoyant devant le même tribunal. Vous avez jugé dans cette décision commune de Meudon que la formation de jugement du tribunal pouvait de nouveau connaître du litige. Car, dans une telle situation, l'annulation du premier jugement avait dissipé tout préjugement. Dès lors, si le magistrat qui a jugé et dont la décision a été annulée est réputé de ce fait n'avoir point préjugé, a fortiori, ne saurait avoir préjugé celui qui n'a jamais jugé, pour en avoir seulement connu.
l'impartialité de celui qui connaît, d'autre part. On ne le nie pas, l'impartialité s'impose à tout membre de la juridiction administrative, tout comme la raison, nous dit Descartes, est la chose la mieux partagée du monde. Vous l'avez rappelé à maintes reprises, la consacrant même au rang de principe général du droit. Et ce serait manquer de raison que de soutenir que le rapporteur public y ferait exception. L'exigence d'impartialité lui interdit d'abord d'entretenir à titre subjectif un préjugé sur l'affaire. Il ne peut donc conclure sur un litige quand il aurait été l'ex-époux du requérant. Elle lui interdit ensuite, à titre objectif, de conclure sur un litige dont il aurait eu préalablement à connaître, par exemple, comme médiateur ou encore comme président d'une commission ayant examiné la situation fiscale du requérant. Car, dans ce cas, le magistrat ne doit pas laisser paraître qu'étant familier de l'affaire, il en aurait préjugé. Cependant, ces solutions ne valent que lorsque le rapporteur public a connu du litige dans l'exercice de fonctions extra-juridictionnelles. Or, au cas présent, la configuration est différente. Ce qui est en cause n'est pas le fait pour le rapporteur public d'avoir connu de l'affaire en dehors d'une instance juridictionnelle, c'est le fait d'en avoir connu dans l'exercice des mêmes fonctions, devant le tribunal, puis devant la cour d'appel. Or, si votre jurisprudence interdit au juge une telle configuration, elle l'autorise, en revanche, au rapporteur public. Votre position en matière de référé-provision est éclairante. Tandis que vous avez toujours interdit à un juge de statuer au fond, après avoir fait droit comme juge des référés à une demande de provision portant sur les mêmes sommes, vous jugez, à l'inverse, que dans cette même configuration, un rapporteur public peut conclure dans l'instance au fond après avoir statué sur une demande de référé-provision. C'est votre décision Ménech. Et cette distinction n'a rien de surprenant, car elle repose sur le fait que le cœur de l'exigence d'impartialité réside dans l'exercice de la fonction de juger. Connaître est une chose, juger en est une autre. En 1857, dans son réquisitoire contre Madame Bovary, le procureur Pinard reproche à Flaubert de peindre la mort d'Emma sans remords, ni aveu, ni repentir. Au fond, il aurait fallu que son auteur la condamne. C'est toutefois l'absence de verdict qui fait le grand roman, laissant au lecteur la charge du jugement. Il est en effet des paroles qui analysent, animent, reconstituent, opinent, mais ne tranchent pas. La parole du rapporteur public est aussi de celle-là. Loin du glaive, en second lieu. Celui qui ne fait que connaître ne saurait se voir opposer l'impartialité du juge, car, loin du glaive, la voix du rapporteur public ne tranche pas. Elle éclaire seulement la juridiction sans jamais la lier. Une voix non délibérative, d'une part, une voix instructive de l'autre. On opposera que la parole du rapporteur public, exprimant son appréciation du litige et les solutions qu'il appelle, participe en cela à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre. Mais la formule de votre décision esclatine doit être bien saisie. Participer à la fonction de juger n'est pas exercer la fonction de juger. Pour juger, il faut tenir, tel Alexandre, le glaive au-dessus du nœud gordien. Or, le rapporteur public ne tranche pas. D'abord, parce qu'il ne vote pas. La Cour de Strasbourg nous a déjà enseigné, dans son arrêt Cresse contre France, que l'absence de voix délibérative du commissaire du gouvernement faisait obstacle à ce que lui soit reconnue une quelconque qualité de juge. Ensuite, parce qu'il ne participe plus au délibéré. Car la même Cour de Strasbourg a conduit le pouvoir réglementaire, d'une part, à rendre silencieuse la présence du rapporteur public au délibéré d'une affaire devant le Conseil d'État. D'autre part, à l'en exclure définitivement lorsqu'il conclut devant les tribunaux administratifs ou les cours administratives d'appel. Au cas présent, le rapporteur public n'ayant connu de l'affaire qu'en cette même qualité, en première instance puis en appel, il n'a jamais voté. Il n'a pas même franchi l'espace sacré du délibéré. En somme, il n'a jamais jugé. Il ne peut donc lui être opposé une exigence d'impartialité qui, dans la configuration de l'affaire, ne s'appliquait, on l'a vu, qu'à la formation de jugement. Au reste, il apparaît que le rapporteur public a conclu ici devant deux formations de jugement qui, de Caen jusqu'à Nantes, furent toujours différentes. Guidées chacune
par les mêmes exigences d'indépendance et d'impartialité. Mais vous distinguez avec clairvoyance entre le juge et le rapporteur public. Vous ne pouvez donc pas être confondu par une illusion qui voudrait vous faire prendre le rôle pour l'acteur. Le 15 février 1665, on assiste au théâtre du Palais Royal à la première de Don Juan. Le public y revoit Sganarelle, cette fois sous les traits du truculent valet de Don Juan. Ce n'est évidemment plus le bourgeois jaloux du Sganarelle ou le cocu imaginaire, ou encore le Sganarelle bûcheron changé en médecin malgré lui. Personne, au prétexte qu'il s'agirait du même comédien, n'exige de le voir remplacer. De même, la position du rapporteur public dans une instance ne présume pas celle qu'il prendra dans une autre instance. L'expression d'une même position ne signifie pas pour autant l'expression du même avis. Une voix instructive, enfin. À la différence du juge, il n'est demandé au rapporteur public que de se faire une opinion, laquelle n'a pas l'immuabilité de la sentence. Mais dans une espèce où les requérants ont vu leur demande rejetée à 3 reprises, on peut comprendre qu'il soit désormais commode de crier « haro » sur le rapporteur public. C'est qu'ici, comme toujours, il ne faut pas céder aux illusions. D'abord, l'illusion d'une voix omnipotente du rapporteur public, car ce dernier n'est pas, selon le mot du président Chauveau, un deus ex machina surgi de nulle part et dont la voix terrible emporterait la conviction de la formation de jugement. Dans bien des affaires, il s'en tient à exposer l'opinion qui s'est dégagée durant l'instruction et dont il finit par rendre compte publiquement à l'audience. Et cette opinion est parfois dissidente puisqu'elle n'est pas toujours celle que se forgera la formation de jugement. Ensuite, à l'illusion d'une voix définitive, car la voix du rapporteur public est aussi contradictoire, d'autant plus depuis qu'il est tenu de dévoiler le sens de ses conclusions. Son apparition, bien qu'aussi redondante, n'était donc pas celle de l'homme rouge des Tuileries, annonciatrice d'un désastre pour les requérants. Alors, ne leur reste que les apparences. Cependant ici, elles sont trompeuses, car la théorie du même nom donne au rapporteur public non pas le masque d'un juge, mais celui d'une partie. C'est au nom de cette apparence que le droit processuel, tenu par les alarmes de la Cour de Strasbourg, a rompu avec la participation du rapporteur public au délibéré. Car, selon la Cour, il lui était impossible d'y prendre part juste après avoir donné l'impression qu'il aurait, par son avis, pris fait et cause pour l'une des parties. Ainsi, pour les requérants, la théorie des apparences est mauvaise conseillère. Car si le rapporteur public était véritablement leur adversaire, il serait étrange de lui reprocher tout à la fois son parti pris et sa partialité. Dès lors, si inattendue, si incommodante, si importune ait pu paraître sa présence aux instances, elle ne saurait produire l'effet néfaste qu'on voudrait bien lui prêter. Et si, du reste, le rapporteur public s'était lui-même cru de trop, s'il s'était vu comme la mouche du coche, il lui appartenait, en conscience, de se déporter. Mais ce qui relève de l'examen de conscience ne devient pas pour autant une exigence de procédure. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs, le caractère du fâcheux, nous enseigne La Bruyère, est celui d'un importun qui, sans faire un grand fort tort, ne laisse pas d'embarrasser beaucoup. Il dérange, il agace, mais il ne corrompt pas. Alors, ne récusez pas les fâcheux pour le seul désagrément de leur retour. Invitez-les seulement lorsqu'ils estiment le devoir à s'effacer. Car tout ce qui importune n'altère pas, tout ce qui embarrasse n'y régularise pas, et tout ce qui réapparaît ne préjuge pas. Vous rejetterez.